110 500 000 francs CFA, c'est le montant du financement que la Côte d'Ivoire vient d'obtenir auprès de l'organisation internationale Working for Food, basée en Italie. Cet argent devrait permettre de donner vie à 2 projets dans le secteur de la santé. À l'hémicycle, le projet de loi d'orientation du transport intérieur a été adopté ce lundi par les membres de la Commission des affaires économiques et financières du Parlement ivoirien. Le texte concerne le transport routier, ferroviaire et fluvial. Demain, 18 novembre, les pays africains célébreront la journée africaine de la statistique. Le but est de sensibiliser le public sur l'importance de la statistique dans le développement économique et social du continent. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. À suivre également ce soir le grand format de la rédaction. Ce lundi, coup de projecteur sur la pêche dans les eaux de Jacquesville et d'Abou. 18 mois après son interdiction, la pêche est désormais possible pour les acteurs de la filière de ces 2 localités. Tout sur cette levée d'interdiction dans le grand format, ce sera dans un quart d'heure. Tout d'abord ce soir, ce chiffre, 110 500 000 francs CFA, c'est le montant du financement que la Côte d'Ivoire vient d'obtenir auprès de l'organisation internationale Working for Food, basée en Italie. Cet argent devrait permettre de donner vie à 2 projets dans le secteur de la santé. D'abord la création d'un laboratoire d'analyse médicale ici à Abidjan, puis l'équipement d'un autre laboratoire dans la commune d'Aféry. Working for Food est un groupe d'investisseurs qui fait la promotion de la coopération décentralisée. Gabriel Zani. Une mission bien fructueuse pour le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakus, au lancement des activités de Working for Food, un groupe d'investisseurs appuyant le développement communautaire. L'organisation a accepté de financer la création d'un laboratoire d'analyse à Abidjan et l'équipement d'un autre à Ferry. Pour le patron du groupe, la Côte d'Ivoire montre de bons signes de croissance qui encouragent les investisseurs. Après l'intervention du ministre, il faut dire qu'elle nous donné une grande sécurité et donc ça veut dire que prochainement on va venir en Côte d'Ivoire à faire des investissements. Les 2 laboratoires seront financés à hauteur de 110 500 000 francs CFA. Le ministre se félicite de cette émission de lobbying en Italie. C'est sous l'impulsion de Janine Tagliente Saracino, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Italie, que ces rencontres ont été possibles. Les investisseurs italiens et canadiens du groupe Working for Food étaient déjà à Abidjan en mai dernier à la recherche d'opportunités d'investissement. D'autres projets de développement sont sur la table des négociations entre le ministère du Plan et du Développement et le groupe. La ville de Fresco, dans le sud-ouest ivoirien, vient d'abriter les festivités de la 7e édition de la Journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Cette journée a été marquée par le rappel des efforts fournis par le pays pour l'éradication de la maladie. Le récit de Thérèse Tapé-Yoboué. Unis, nous vaincrons le paludisme. C'est le thème de la 7e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Une maladie qui a aujourd'hui un taux de mortalité d'environ 80% en Afrique. En Côte d'Ivoire, c'est la ville de Fresco, région du Boclé, qui a abrité la cérémonie officielle. Les grandes victimes sont surtout les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. L'UNICEF et l'OMS sont des organismes qui accompagnent l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre cette pandémie. Leurs représentants ont souligné leur engagement à appuyer les efforts des autorités ivoiriennes pour l'éradication de cette maladie. Cette journée mondiale de lutte contre le paludisme est l'occasion pour tous les partenaires de souligner la nécessité de poursuivre les investissements et de maintenir l'engagement politique en faveur de la lutte anti-paludisme. Le professeur Boyapo a représenté le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida à cette cérémonie. Le poids du paludisme est très important dans notre vie de tous les jours. Quand on va dans nos hôpitaux, nos centres de santé, tous ceux qui viennent en consultation, sur 100, il y a au moins 42 qui sont atteints par le paludisme. Selon le représentant du ministère de la Santé, le paludisme peut être éliminé en Côte d'Ivoire, à condition que l'environnement soit assaini et que les populations se protègent
contre le moustique. À l'hémicycle, le projet de loi d'orientation du transport intérieur a été adopté ce lundi par les membres de la Commission des affaires économiques et financières du Parlement ivoirien. Le texte concerne le transport routier, ferroviaire et fluvial. Il prend également en compte les usagers, les acteurs publics, parapublics et privés intervenant dans le secteur du transport intérieur de marchandises ou de personnes. Moussa Koulibaly, Proléon. La Côte d'Ivoire en marche vers l'assainissement de son secteur du transport routier, ferroviaire et fluvial avec ce projet de loi adopté ce lundi par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Ce texte prévoit désormais des investissements publics dans le secteur. Il donne des orientations sur le contrat de transport, la sécurité, les conditions de travail, un ensemble d'innovations pour adapter le cadre d'exercice du transport aux normes sous-régionales. La loi nous permet de nous adapter aux différentes dispositions réglementaires au niveau de l'UEMOA, de la CEDEAO et des organisations internationales. On ne pourra plus être transporteur parce qu'on a des moyens, ou on a de l'argent, ou on a autre chose. Ce qui fera que plus personne ne pourra s'imposer et imposer sa loi. Un État fort, c'est un État qui protège les pauvres. Un État fort, c'est un État qui assure la sécurité des biens et des personnes. La loi autorise aujourd'hui aussi la création d'une autorité de régulation du transport intérieur. Les missions de cette autorité chargée de réguler le transport intérieur sont mentionnées au chapitre 3 du projet de loi présenté par le ministre des Transports. Gaoussou Touré a tenu pendant 5 heures d'horloge les députés en haleine, expliquant la finalité de son projet, entre autres la fin de la concurrence déloyale, le renforcement du parc automobile, l'amélioration des conditions de travail, le tout au profit des usagers et acteurs du transport. À la faveur du lancement du premier vol d'Air Côte d'Ivoire à destination de l'intérieur du pays, le ministre des Transports, Gaoussou Touré, s'est prononcé sur le projet de certification de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À ce jour, les travaux de sûreté ont été réalisés à 55%, quand ceux de sécurité sont à 68% de réalisation. Plus de précisions avec Francis Boifo. C'est un pas important que le gouvernement ivoirien vient de faire avec le lancement des vols d'Air Côte d'Ivoire à destination des villes de l'intérieur. Mais une préoccupation demeure, la certification de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. À l'occasion du vol inaugural d'Air Côte d'Ivoire à destination de Korogo, le ministre des Transports Gaoussou Touré s'est prononcé sur le sujet. Les derniers audits de l'OACI, nous sommes à 55% au niveau de la sûreté et à 68% au niveau de la sécurité. Et cela est très bon signe parce que la Côte d'Ivoire en Afrique est l'un des pays les mieux classés déjà. Gaoussou Touré a également annoncé la réalisation de plusieurs projets en 2015. Les travaux de l'aérogare de fret, le programme de réhabilitation des aérodromes de l'intérieur du pays pour que Air Côte d'Ivoire puisse desservir un grand nombre de villes. Le projet de la construction d'une ville autour de l'aéroport d'Abidjan sur 3700 hectares que nous appelons Aérocité. C'est plus de 1000 milliards d'investissements qui sont prévus. Investissements à réaliser exclusivement par le secteur privé. Tous ces projets devraient permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer le transport aérien, ce qui contribuera à l'essor de l'économie nationale. Ça y est, c'est officiel, on peut se permettre de pêcher à nouveau dans les eaux de Jacquesville et d'Abou. 18 mois après son interdiction, la pêche est donc désormais possible pour les acteurs de la filière de ces deux localités. L'interdiction de pêcher dans ces eaux, souvenez-vous, était intervenue en juin 2013 suite à une mortalité massive de poissons dans la lagune de Séville. Des personnes qui avaient consommé ces poissons avaient même été intoxiquées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Des analyses ont montré que les poissons de ces eaux peuvent être consommés
Alors, le grand format ce soir répond à 3 questions essentielles. Comment les populations ont-elles vécu pendant ces 18 mois d'inactivité? Comment le gouvernement a fait respecter cette mesure d'interdiction? Enfin, comment la levée de l'interdiction a été accueillie ce samedi? Bref, tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet. Le grand format est signé ce soir de Michel Dicré. Depuis ce samedi 15 novembre 2014, l'interdiction de pêche dans les eaux de lagune à Dabou et à Jacquesville est levée. Après 18 mois d'attente, les pêcheurs ont ressorti leurs filets et repris du service, cette fois sans être inquiétés par les forces de sécurité. L'eau est libérée maintenant. On peut faire ce qu'on veut. J'ai fait plusieurs à cause de poissons là. Pourquoi? Parce qu'on avait interdiction. Quand on a fait l'interdiction de poissons là. Je suis allé, je venais, le FSC est venu m'arrêter. Ils m'ont arrêté, je suis allé faire quelques jours à la prison civile. Mes camarades m'ont beaucoup soutenu. Hier, M. Adjoumani est venu pour dire que l'interdiction de poissons est finie. J'étais trop contente. Avec mes camarades, tout le monde est en joie. Pour comprendre cette joie des acteurs de la filière pêche de Jacquesville et Dabou, remontons au mois de mai 2013. Une mortalité brusque et massive de poissons survient dans les eaux de lagune de ces localités. Des riverains sont intoxiqués suite à la consommation de ces poissons qui se sont retrouvés sur les marchés. J'ai acheté du poisson dans le marché de Dabou. Et quand je suis arrivée, j'ai préparé. À midi, on a mangé le poisson. Le soir, j'ai fait des crevettes avec avocat. Et on a mangé. Quand on a mangé le lendemain, c'était diarrhée suivie de vomissements. Les enfants me disent qu'ils ont mal au ventre. La petite et moi, nous, on a été hospitalisés. Pour éviter une intoxication à grande échelle, le gouvernement en prend ses responsabilités. Nous avons pris des décisions. Le préfet a interdit qu'on consomme des poissons dans ces régions. Nous sommes allés plus loin en demandant même de ne pas pêcher dans ces eaux. En tout cas ces temps-ci. Pour s'assurer du respect scrupuleux de la mesure d'interdiction de pêche, la Marine nationale a intensifié les patrouilles dans les eaux de lagune de ces localités. Qu'est-ce que vous transportez là? Filet. Bon, déposez ça d'ici. Bon, ils ont dit au vers Dabou là-bas, le poisson là est mort. Donc, il ne faut pas qu'on a pu pêcher. Donc vous avez compris, vous n'avez plus pêché? Non, on n'a plus pêché, on a compris, on n'a plus pêché. Depuis qu'ils ont interdit la pêche, on est là, on n'a rien à manger. On n'a plus rien, on est là, moi et mon mari, on se regarde. Ils ont dit la décision c'est jusqu'à nouvel ordre. Nouvel ordre, ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 10 ans. Nous, on ne sait pas. Le nouvel ordre est enfin arrivé. 18 mois après, c'est le ministre Kobena Kwasi Adjoumani qui annonce la bonne nouvelle aux populations. C'est un phénomène cyclique donc, qui intervient à chaque saison de pluie. Vous savez, sous l'effet des écoulements d'eau en lagune, et par rapport au fait qu'il y a des insecticides, des pesticides qui sont utilisés dans les plantations industrielles, cela entraîne donc des bruits au niveau même de l'eau qui est surchauffée et ça peut entraîner la mort des poissons. Il y a aussi le fait que des pêcheurs utilisent des produits toxiques pour pêcher dans les eaux. Et donc nous avons lorsque nous avons observé donc, ces mesures, cela a permis donc, de mieux appréhender la chose et au regard des dernières analyses, le poisson n'est plus un danger pour les consommateurs. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons autorisé la réouverture de la pêche. Pour les élus locaux, c'est le soulagement. Une population qui vit à majorité de la pêche, qui met ses enfants à l'école grâce aux produits de la pêche, qui consomme le poisson qui est issu de la pêche, interdit pendant 18 mois à ces populations leur activité principale, vous convenez avec moi que c'était difficile. Enfin, la levée de cette interdiction, enfin, la pêche de manière légale. C'était difficile. Mais tout cela, je leur ai dit que c'est la souffrance. Mais la vie est toujours mieux que cette souffrance. Parce que la pêche a été interdite. Parce que le gouvernement veille sur vous. Le gouvernement se préoccupe de votre bien-être social. Mais après 18 mois d'inactivité, la filière pêche à Dabou et à Jacquesville
est presque sinistrée. Avant, il y avait beaucoup de pirogues ici, entre nous-mêmes. On se faisait par là parce qu'il n'y a pas place où il faut garer la pirogue. Mais aujourd'hui, cette histoire-là fait que beaucoup sont allés ailleurs, au Ghana, au Burkina, pour aller chercher à nourrir les enfants. Le gouvernement s'est engagé à redynamiser le secteur. À cet effet, le ministre Kwasi Kobena Adjoumani a procédé à la mise en place d'un fonds de solidarité qui contribuera à la relance des activités des pêcheurs à Jacquesville et à Dabou. Voilà, c'était le grand format de la rédaction proposé par le service politique de la rédaction du RTI. On en vient à la journée africaine de la statistique célébrée tous les 18 novembre par les pays africains. Le but est de sensibiliser le public sur l'importance de la statistique dans le développement économique et social du continent. Thème retenu pour l'édition 2014, des données en accès libre pour la participation inclusive et la responsabilisation. Le message du gouvernement ivoirien à la faveur de cette journée vous est proposé dans ce compte-rendu de Sidonie Waka Davila. La journée africaine de la statistique qui est célébrée cette année offre l'occasion de promouvoir une utilisation systématique et à plus grande échelle des statistiques en vue de la prise de décision basée sur des faits. Afin de renouer avec la tradition de la planification du développement, le thème retenu pour cette année est « Des données en accès libre pour la participation inclusive et la responsabilisation ». Il revêt une importance particulière pour la Côte d'Ivoire puisque s'inscrivant dans la vision du gouvernement. Cette commémoration, instituée en 1990, vise à sensibiliser le public sur l'importance des statistiques dans le développement économique et social de l'Afrique. La loi statistique adoptée le 30 juillet 2013 dispose en son article 5 que les administrations du système statistique national doivent établir les statistiques officielles et assurer leur diffusion en vue de rendre effectif le droit d'accès de tous à l'information statistique à titre onéreux ou gratuit. Ainsi, les données en accès libre favorisent une participation inclusive et une meilleure information, en aidant les citoyens à mieux apprécier les décisions des gouvernants et à accroître leur responsabilisation. En cette commémoration, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Touakus Mabry, exhorte donc l'ensemble du système statistique national à favoriser le droit d'accès à l'information pour tous, et ce, en conformité avec les dispositions réglementaires appropriées. La production et la diffusion des statistiques doivent se faire dans le cadre de la loi statistique, de la charte africaine de la statistique et en toute confidentialité. Le libre accès à l'information statistique contribuera à préparer notre pays à l'émergence en 2020. L'actualité politique est toujours marquée par les activités avec en toile de fond l'appel de Daoukro, un appel auquel adhèrent les populations de la région de l'Indénié-Djuablin. Elles ont organisé un meeting pour l'exprimer à Bengourou, une activité à laquelle a pris part Marcel Amontano, directeur de cabinet du président de la République. Honorine Anigori. L'appel de Daoukro pour soutenir la candidature du président de la République Alassane Ouattara en 2015, lancé par le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, est suivi par les populations de l'Indénié-Djuablin. Société civile composée de producteurs de café cacao, de transporteurs, d'artisans, de la chefferie traditionnelle et des autorités administratives ont manifesté leur soutien à cet appel. Pour les autorités administratives d'Abengourou, grâce au président de la République, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est en train de retrouver son lustre d'antan. Pour preuve, toutes les régions sont en chantier. Nous avons dit oui à l'appel et je voudrais rendre hommage au président Alassane Ouattara pour le travail immense qu'il a là-bas. C'est une riposte par rapport à un de nos jeunes frères qui s'est fourvoyé et qui parlait, dit-il, au nom d'un pseudo collectif des planteurs PDCI. Témoin privilégié de ce meeting de soutien à l'appel de Daoukro, Marcel Amontano, le directeur de cabinet du président de la République, est allé traduire sa reconnaissance aux organisateurs. Je me réjouis de voir que cet appel reçoit un écho plus que favorable de la grande majorité des habitants de l'Indénié-Djuablin. Et dire qu'ils ne se reconnaissent pas non plus
dans cet appel qui a été lancé par de soi-disant transporteurs PDCI. Alors je suis venu leur dire que le président les remercie. Pour le directeur de cabinet du président de la République, Marcel Montano, l'appel de Daoukro doit être une affaire de toutes les populations et régions de la Côte d'Ivoire. Dans le même registre, samedi, le secrétaire général adjoint du RDR, chargé des mouvements politiques, Adama Bictogo, a expliqué aux populations d'Agboville le bien fondé de l'appel de Daoukro. C'était à la faveur de meetings tenus à l'esplanade des fêtes de la ville. Le point avec Maïsako. L'appel de Daoukro vient d'être entendu à Agboville, ville du sud de la Côte d'Ivoire, située à 79 km d'Abidjan. Le secrétaire général adjoint du RDR chargé des mouvements politiques a investi cette localité qu'il a vu naître en vue d'expliquer aux populations le contenu et l'intérêt de l'appel à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP en 2015, lancé le 17 septembre dernier à Daoukro par le président Henri Konan Bédié. Pour Adama Bictogo, cet appel historique est avant tout une exhortation à l'union entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Lorsque le président Bédié et le président Alassane Ouattara se mettent ensemble, il ne s'agit pas que de la réélection. À la vérité, ce dont il s'agit, ils ont décidé tous les deux, définitivement, la Côte d'Ivoire doit arrêter d'avoir une gestion clanique, communautariste de l'État. C'est une Côte d'Ivoire, une et indivisible. Aussi, l'appel de Daoukro garantit-il une paix durable et la stabilité dans le pays, créant ainsi des conditions propices à son développement déjà entamé par le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a fait la fondation de la Côte d'Ivoire. Il a monté les murs. Le président Bédié a appelé Mabri et Anaki et il a dit, comme on est de la même famille, et qu'il s'agit de construire la Côte d'Ivoire, et qu'Alassane Ouattara est en train de construire la Côte d'Ivoire, accompagnons-le tous pour aller mettre les tôles de la Côte d'Ivoire pour qu'on soit un pays émergent. La cérémonie a été aussi l'occasion pour le secrétaire général adjoint du RDR chargé des mouvements politiques de procéder à l'investiture du nouveau secrétaire départemental d'Agboville. Arsène Cho a promis de faire de la redynamisation du RDR dans la ville sa priorité. Une délégation du directoire du mouvement Gracu Ado a rencontré aujourd'hui le président du conseil régional du Cavali, Dagobert Banzio, dans la ligne de mire, plusieurs sujets, notamment l'appel de Daoukro, la promotion de la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Gabriel Zani. Dans les semaines à venir, le Gracu Ado, groupe d'action pour la candidature unique du président Alassane Ouattara en 2015, effectuera une tournée d'information et de mobilisation dans les régions du Cavali, du Tonkui et du Guémon. Cette tournée va permettre l'installation des délégués communaux et départementaux. Avant la tournée, Jean-Blé Guirao et ses camarades sollicitent le soutien des cadres de l'Ouest. Avec le président du conseil régional du Cavali, il était question du soutien aux initiatives du Gracu Ado, la paix de Daoukro et les prochains prix pour la paix. Blé Guirao a expliqué à Dagobert Banzio que des actions de lobbying sont en cours auprès des institutions internationales pour qu'en 2015, les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara soient désignés respectivement prix Nobel de la paix et prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Dagobert Banzio a rassuré la délégation du Gracu Ado de sa volonté de sensibiliser sa population à adhérer à la paix de Daoukro, base d'une paix et d'un développement assuré pour la Côte d'Ivoire. Le Gracu Ado entend échanger avec d'autres cadres de l'Ouest pour la réussite de sa mission, qui est vulgariser le concept de candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP à la prochaine élection présidentielle. L'actualité politique, c'est aussi le RPP, Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, qui entend se positionner sur l'échiquier politique national. Un séminaire a été organisé samedi au siège du parti avec pour objectif de redynamiser et remobiliser les militants. Des commissions ont été constituées pour réfléchir à la politique du parti. Adama Kamagaté, Maïsako. Le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, le RPP, veut se faire une place dans le paysage politique ivoirien. Le parti a initié à cet effet un séminaire pour réfléchir à son positionnement. Au RPP, nous voulons montrer qu'il y a une voie nouvelle, une opposition positive, constructive, qui respecte le pouvoir, mais qui demande au pouvoir également de la respecter. Parce que nous sommes tous les enfants
de ce pays. Une remobilisation pour redynamiser les structures du RPP. Selon Laurent Donafologo, un parti qui se veut grand doit tracer sa ligne directrice. Et celle du RPP est de servir la Côte d'Ivoire avec modération. Des séminaristes dévoilent ici ce qui sera l'essentiel de leurs travaux. Nous sommes venus donc au séminaire. Et en ce qui concerne les travaux en commission, j'ai fait partie de la commission 1. Et dans cette commission, il va s'agir du débat de la question concernant le positionnement du parti. Je suis de la commission 2, qui a pour thème situation socio-économique et politique de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en atelier, donc c'est ensemble que nous allons diagnostiquer un peu les problèmes que la Côte d'Ivoire connaît. Ce séminaire du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage va se dérouler autour de 3 points. Le positionnement du parti, l'explication des valeurs fondamentales du RPP aux militants, la proposition d'axes stratégiques pour faciliter le fonctionnement et l'implantation de la formation. Le séminaire s'est ouvert ce samedi. Il va prendre fin dimanche 16 novembre. Autre formation politique à la recherche d'un souffle nouveau, l'URD, Union républicaine pour la démocratie. Le parti a aussi tenu un séminaire de formation au plateau hier et avant-hier. Le but ultime est l'élaboration d'une stratégie de redynamisation et le financement des activités du parti. Placide Niaoué, Maïsako. L'URD, Union républicaine pour la démocratie, remet le couvert de ses activités politiques à travers un séminaire de formation pour lancer les grandes orientations du parti. Des travaux en commission permettront aux participants de réfléchir sur les stratégies de redynamisation, le financement et la vie du parti. Les questions liées à la jeunesse et à la formation feront aussi l'objet des débats, sans oublier les volets importants que sont la réconciliation nationale et la normalisation de la vie politique en Côte d'Ivoire. L'URD est membre de l'APN, Agir pour la paix et la nation, un groupement de 5 partis de l'opposition. Le parti de Daniel Boni-Claverie se propose de toujours maintenir le dialogue entre le pouvoir et l'opposition. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez sur nos antennes à suivre à 21 h la grande messe du sport, lundi sport, sur fond des éliminatoires de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Moi, je vous retrouve demain. Je vous souhaite de passer une excellente semaine sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.